Merci d'être là. L'idée de la présentation ici, c'est de donner un peu une vue générale, une vue d'ensemble sur la blockchain et les ICO. Les ICO étant de la levée de fonds à partir de la crypto-monnaie basée sur la blockchain. Voilà, donc l'agenda de cette présentation, je vais un petit peu vous présenter l'historique de la blockchain, aussi comment ça fonctionne, les principes de la blockchain et surtout les différents types de blockchain qui existent. Parce que la blockchain a évolué très très rapidement en très peu de temps et il faut bien comprendre les différents niveaux de blockchain. Ensuite, je vous présenterai quelques applications qui existent déjà, qui tournent déjà autour de la blockchain. Très souvent, on entend que la blockchain, il n'y a pas beaucoup d'applications, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réalisées, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même pas mal de projets qui tournent autour de la blockchain dans le monde. Je vous présentais un petit peu une application concrète aux États-Unis dans le secteur de l'énergie. Ensuite, parler plus des ICO et de la crypto-monnaie, pour vous donner un overview du marché actuel. Bon, ça c'est un petit slide juste pour situer un petit peu l'évolution des technologies. Enfin, ce n'est pas l'évolution, c'est plutôt l'implémentation des technologies depuis le début du XXe siècle. On voit que la première courbe, qui est la courbe du téléphone, il a fallu un siècle pour que tout le monde ait le téléphone. Et au fur et à mesure des nouvelles technologies qui ont été développées après ça, ben, les courbes sont de plus en plus verticales. Et donc, l'adoption d'une nouvelle technologie va de plus en plus vite. Il y a vraiment une accélération fulgurante. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les nouvelles technologies sont déjà basées sur des technologies que tout le monde a, etc. Donc, ça va très, très vite. Voilà, c'était juste pour présenter ça. Alors, voilà, au niveau de la blockchain, il y a aujourd'hui 3 générations de blockchain et il y a une 4e qui est en préparation. La première génération, ça a commencé juste après la crise de 2008. Donc, l'idée qu'il y a eu, c'est que vu que le marché financier s'effondre et qu'on ne peut plus compter sur les banques, on va développer une monnaie indépendante de la monnaie scripturale et qui est basée sur le Bitcoin, donc qui est basée sur un token. Cette première version, donc c'est le Bitcoin qui a créé cette première blockchain. Cette première version est basée sur le fait de crypter l'information, de distribuer l'information sur un réseau de serveurs et d'avoir un système de validation des transactions. Il faut que 60% des serveurs valident une transaction pour dire que cette transaction est la bonne. S'il y a une information qui est altérée sur le réseau, s'il y a plus de 60% des serveurs qui disent non, c'est nous qui détenons la vérité, c'est nous qui savons quelle est la bonne information, cette information qui est altérée sera automatiquement mise à jour. Donc, au cas où il y a un hacker qui rentre sur un serveur et qui altère de l'information, tous les autres serveurs vont remettre à jour correctement ce serveur-là. Pour pouvoir hacker une information, il faut donc pouvoir altérer l'information sur 60% du réseau en même temps. Donc, c'est un peu l'idée, plus la technologie de la blockchain qu'on verra juste après, qui est extrêmement complexe à devoir faire si jamais on veut modifier l'information. La deuxième génération de la blockchain, on a introduit la notion de smart contract. Pourquoi? Parce que dans la première génération, tout est anonymisé. N'importe qui peut se connecter, peut avoir un portefeuille blockchain, Bitcoin, avoir des Bitcoins et c'est fait de manière totalement anonyme. Donc très vite, on s'est dit, bon, il y a des types de transactions qu'on veut faire en blockchain où on a besoin de connaître sa contrepartie. Et là, on a introduit donc la notion de smart contract où là, on est identifié sur le système et donc on fait des transactions entre 2 personnes et seules ces 2 personnes-là peuvent voir l'information de cette transaction. Ce qui n'est pas la même chose sur la blockchain version 1, puisque là, tout le monde peut voir les transactions de tout le monde, mais on ne sait pas qui les fait. La 3e génération, en fait, répondait à un besoin technologique parce que sur la version 1 et la version 2, tout le processus de validation est extrêmement lent parce que quand on fait une transaction, il faut mettre à jour tous les serveurs du réseau. Donc, vous imaginez quand il y a des milliers, des centaines de milliers de serveurs, comme dans le cas de la blockchain, du Bitcoin, ben évidemment, ça prend du temps, ça prend plus ou moins 10 minutes que tous les serveurs se mettent à jour. Ben, faire une transaction
toutes les 10 minutes, c'est beaucoup trop lent si on a besoin d'avoir du volume. Et donc, il y a un troisième type de génération de blockchain qui s'est créé, notamment la norme IOTA, où en fait, on n'est plus dans un réseau où tous les serveurs ont toute l'information, mais c'est ce qu'on appelle un réseau neuronal. C'est un serveur et ses voisins qui vont faire le processus de validation blockchain pour une transaction. Donc, ce n'est pas l'ensemble du réseau. Donc, la structuration de la blockchain en elle-même est technologiquement différente et du coup, on peut accéder à une blockchain qui est extrêmement rapide. On peut faire des centaines de milliers de transactions par seconde parce que le réseau est très, très réactif. Aussi, la norme Tangle, qui est utilisée dans l'IOTA, est une norme très légère. Là où le Bitcoin, quand on télécharge, quand on devient un point d'accès au serveur Bitcoin, ça prend énormément de place mémoire et ça prend beaucoup de RAM. Tandis que l'IOTA, c'est très très léger, ça peut tenir sur un GSM. Donc n'importe quel objet qui se connecte à l'IOTA devient un serveur blockchain, ce qui n'est pas le cas dans la version 1 et la version 2. Ensuite, là maintenant, il y a des gens qui travaillent sur une 4e version de blockchain. Pourquoi? Parce que le problème de la cryptographie, c'est qu'avec les serveurs quantiques, avec les ordinateurs quantiques, on est capable de casser des clés crypto actuelles. Et donc, il faut développer une 4e génération qui tient compte de la cryptographie pour faire une cryptographie beaucoup plus complexe, de manière à ce que même un ordinateur quantique ne puisse pas casser les clés. Donc ça, c'est la 4e génération. Alors, voilà le principe de la blockchain. Si on prend la première version, donc le Bitcoin, donc il y a un ensemble de transactions qui sont faites pendant 10 minutes. Et après 10 minutes, on prend un bloc qui reprend toutes ces transactions-là et on les broadcast sur un ensemble de serveurs du réseau qui vont faire tourner un algorithme sur ce bloc pour avoir un code, une clé unique basée sur l'ensemble des transactions, l'ensemble des informations contenues dans les transactions. Et ce code va être donc le résultat de cet algorithme-là. Si on réexécute l'algorithme sur le bloc de transaction, on doit obtenir le même résultat. C'est comme ça qu'on va détecter que si on tourne cet algorithme-là sur un bloc et que le résultat n'est pas le même que 60% des serveurs, ça veut dire qu'une information est altérée dans le bloc. C'est comme ça qu'on détecte qu'il y a des modifications d'informations. Une fois que ce travail de validation a été fait par l'ensemble des serveurs et qu'on a défini la clé qui est l'output de cet algorithme-là, on parle d'un bloc validé. Une fois que le bloc est validé, c'est un petit peu le coffre-fort là que vous voyez sur le slide. Une fois que le bloc est validé, il est broadcasté en tant que bloc validé sur l'ensemble de tous les serveurs. Ensuite, 10 minutes après, on refait le même processus avec toutes les transactions, plus le bloc précédent qui contient toutes les transactions précédentes. Et c'est ça la notion de chaîne. Donc, parce que le bloc précédent se trouve dans le bloc suivant. Donc, vous imaginez, après 10 minutes, et encore 10 minutes, et encore 10 minutes, et encore 10 minutes, au bout du compte, une information, elle a été dupliquée dans tous les maillons de la chaîne. Donc, pour pouvoir altérer une information, pour pouvoir faire du hacking et modifier, altérer une transaction, il faudrait modifier chaque bloc de la chaîne et reformer toute la chaîne. Ce qui, technologiquement parlant, est juste impossible vu le volume de transactions qu'il y a et le volume de données. En plus, il faudrait faire ça sur tous les serveurs. C'est pour ça qu'on dit que la blockchain est inaltérable et que c'est une sécurité à 100%. Alors, c'est jamais vraiment à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le maillon faible de l'histoire, c'est l'humain. Et donc, il y a, évidemment, on se connecte sur la blockchain avec un portefeuille, avec des identifiants. Ben oui, celui qui a un flingue sur la tête va peut-être donner ses identifiants. On peut toujours voler de l'argent. Il peut toujours y avoir des arnaques. Il peut toujours y avoir des choses comme ça. Mais c'est le côté humain qui est faible. Au niveau technologique, c'est quasi impossible de hacker une information qui a été blockchainée. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe. Alors, l'algorithme qui produit le code de validation de la transaction, en fait, ce code
est en fait un code unique et qu'on appelle un token. Et le token, c'est donc la clé qui garantit la validation d'un bloc de transaction. Et on verra plus tard que ce token peut être monétisé. Voilà, je peux mettre le slide suivant. Alors voilà, ça c'est des exemples de blockchain qui tournent actuellement, qui existent. Si vous prenez Ethereum, j'ai mis le site internet en haut, en fait c'est une assurance qui a été créée non pas par des assureurs, mais par des collectivités qui se sont dit on en a marre des assurances, les assurances ne sont pas réactives, elles vont toujours nous arnaquer, elles ne vont pas nous rembourser quand on a un dégât, quand on a des problèmes. Eh bien, on va créer une blockchain. Et il y a notamment dans les dégâts des cultivateurs, ils ont des parcelles, ils ont des champs, ils ont une production alimentaire et ils veulent assurer le fait que quand il y a une tempête, quand il y a des dégâts des eaux, des inondations, etc., ils veulent pouvoir être assurés là-dessus. Les assurances coûtent extrêmement cher et ils ne sont jamais sûrs d'être remboursés. Et donc, ils se sont mis ensemble, donc différents cultivateurs, c'est parti des États-Unis, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé une blockchain où chaque participant de la blockchain s'identifie. Il identifie la parcelle qu'il a, le lieu, la géolocalisation, l'acte de propriété de sa parcelle, etc. Et donc, l'algorithme va calculer une prime d'assurance, une prime qu'il va payer tous les mois ou par an, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais une fois qu'un événement survient et qu'il y a une zone qui a été inondée, le système automatiquement va reverser le montant qui a été assuré aux gens qui font partie de cette région-là. Donc, il n'y a même pas de besoin d'experts qui viennent voir les dégâts, blablabla. Bla. Tout ça est automatisé. Un autre type d'assurance, c'est le Fly Delay App. C'est une application très intéressante. Vous pouvez souscrire une assurance pour les avions. Et quand l'avion a un retard, c'est publié. Et donc, cette information est à disposition. C'est exactement le même principe. Les gens s'identifient, ils payent un fee. Quand il y a un vol qui est en retard, vous êtes remboursé automatiquement du montant que vous avez assuré pour vos déplacements. Donc, il n'y a même pas besoin d'agents, d'experts, rien du tout. Ça se fait automatiquement. Ce qui garantit qu'il n'y a pas d'arnaque, c'est justement le fait que tout ça, c'est blockchainé. Donc, vos contrats, votre identifiant, l'argent que vous payez, etc., tout ça est sécurisé. On ne sait pas altérer cette information-là. Donc ça, ce sont typiquement des exemples d'assurance. Vous imaginez évidemment la tête des assurances avec ce genre de système. Parce qu'en fait, finalement, on pourrait assurer beaucoup, beaucoup de choses de manière collective, où on n'a plus besoin d'une centrale qui gère tout cet aspect contractuel et toutes ces problématiques-là. C'est un vrai danger pour les assurances. Alors ça, c'est un autre exemple que j'ai mis, que je trouve intéressant pour bien comprendre le mécanisme de la blockchain. C'est que ici, c'est un exemple de crédit documentaire. Deux entreprises font des affaires ensemble entre l'Europe et la Chine, par exemple. Celui qui achète la marchandise, il veut être sûr d'avoir la marchandise avant de payer. Et celui qui vend la marchandise, il veut être sûr d'avoir l'argent avant d'envoyer la marchandise. Donc, dans le système classique, ils vont voir leur banque en disant, voilà, je veux faire un crédit documentaire, moi je veux être garanti d'être payé, et moi je veux être garanti de recevoir la marchandise. Et les banques sont intermédiaires là-dedans. Elles-mêmes vont passer par des agents, donc il y a d'autres intermédiaires, ils vont passer par des distributeurs, par des transporteurs, donc il y a toute une série d'acteurs entre l'acheteur et le vendeur. Et tout ça, c'est garanti par des contrats, des assurances et l'identification bancaire qui va garantir que le client a l'argent sur son compte, etc. C'est un process qui prend beaucoup de temps et qui coûte très cher. Donc, on ne le fait que dans des cas où c'est vraiment des gros volumes de marchandises qui peuvent être véhiculés. Avec la blockchain, alors aussi, ce que je veux dire, le transfert d'informations entre les acteurs, ça se fait par papier, par fax, par mail, par contrat, par avocat. Donc, il y a toute une série de transactions qui circulent entre les acteurs. Dans le système classique, je t'envoie, c'est un petit peu comme le réseau Swift, je t'envoie un message, tu m'envoies un message pour dire que tu l'as bien reçu, tu valides que le contenu est correct, je t'envoie un message, et donc c'est des one-to-one comme ça. Dans la blockchain, on initie une transaction, et la transaction va avoir comme destinataire
Enfin, c'est pas avoir de destinataire. Il y a une transaction qui est créée et il y a plusieurs acteurs qui accèdent à la même transaction en même temps. Il n'y a pas de notion de je t'envoie un message, je reçois un accusé de réception, je réenvoie un message. C'est une transaction. Et cette transaction-là est découpée en fonction de qui on est. Donc, l'acheteur, il voit tout. Le vendeur, il voit tout, mais il ne voit pas ce qu'il y a sur le compte bancaire du client. La banque, elle va voir ce qui concerne le crédit, mais elle ne va pas nécessairement voir ce qu'il y a dans la marchandise. Le distributeur, il va voir juste le nombre de kilos qu'il faut transférer, il ne voit pas nécessairement le contenu de la marchandise. Donc, chaque acteur a une vision différente de la même transaction. Et quand quelqu'un met à jour la transaction, automatiquement, tout le monde la voit. Donc, il n'y a pas vraiment de notion d'envoi d'un message d'un point à un autre. C'est une transaction qui est initiée, qui est vue par tout le monde. Et comme cette transaction est inaltérable, il ne peut pas y avoir d'arnaqueurs qui viennent s'insérer dans le circuit, qui altèrent un contrat, qui altèrent une transaction, etc. C'est la même transaction. Quand on veut mettre à jour une transaction pour dire « OK, moi je signe le bon de commande », en fait, c'est une nouvelle transaction qui est initiée et qui annule l'ancienne. Mais l'ancienne existe toujours. Donc, en fait, dans la blockchain, on a un historique de transactions qui évoluent, qui sont mises à jour, mais on a tout l'historique derrière. Ça aussi, c'est une notion importante. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de système, c'est que l'information est à disposition de tous les acteurs en même temps. Imaginez dans le monde Swift, Swift aujourd'hui, c'est des transferts de messages entre les banques. Demain, et il y a des gens qui travaillent sur des projets comme ça au niveau du settlement, par exemple, c'est qu'en fait, on initie une transaction, un achat d'un titre en bourse, et en fait, cette transaction va évoluer. Le statut va évoluer, les frais vont être ajoutés, la validation va se faire, le settlement va se faire, mais ce sera la même transaction. Il n'y aura plus de messages qui vont circuler sur le réseau. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien cet exemple-là, parce qu'on visualise bien le fonctionnement d'une blockchain. C'est vraiment disruptif par rapport au mode habituel jusqu'à présent du mode de transaction. Voilà d'autres exemples de blockchain qui existent. Il y a par exemple le premier exemple où on voit la main avec le GSM, c'est une assurance qui permet de dire j'ai un accident, je prends mon GSM, je prends une photo et j'envoie la photo à mon assureur via une blockchain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la photo est prise, elle est blockchainée. Donc, ça veut dire qu'elle est sécurisée, on ne peut pas l'altérer, elle est inaltérable. Et ces photos-là vont servir pour le dossier d'assurance. Et tout ce qui suit va être chaque fois une mise à jour de cette transaction-là. Le deuxième exemple, je ne vais pas tous les faire, mais le deuxième exemple, je l'aime bien celui-là, c'est les militaires qui envoient des missiles à gauche, à droite. Ils n'ont pas trop envie qu'un système extérieur vienne perturber ou vienne altérer le code ce sont des ordinateurs dans les missiles. Et donc, ils avaient besoin d'un système de sécurisation de la transaction avec le missile, parce qu'un missile, on peut le dévier, on peut le faire exploser, on peut lui dire, stop, la mission est annulée. Et donc, pour éviter qu'on hack le missile, ils blockchain les transactions vers le missile, de manière à ce que personne ne puisse altérer cette information. Alors, c'est super pour les émetteurs, c'est moins super pour les récepteurs, mais c'est la sécurité que les militaires sont en train de mettre en place. Et comme ça, il y a toute une série d'applications dans le monde de la santé, dans les pays nordiques, ils ont implémenté un portefeuille santé crypté par la blockchain de manière à ce que ce soit inaltérable, etc. Donc, il y a toute une série d'initiatives qui sont faites pour le moment. Ça, c'est une des premières applications. En 2015, c'est une dame là, que vous voyez sur le toit. Elle a mis toute une série de panneaux solaires sur, je ne sais pas si c'est sa maison ou son entreprise, pour générer de l'électricité. Et en fait, elle générait beaucoup trop d'électricité pour son besoin. Et donc, elle s'est dit, moi, je veux bien envoyer cette électricité à mes voisins. Et puis, finalement, les voisins, ils ont aussi des panneaux solaires. Et finalement, c'est toute une communauté de gens qui ont mis des panneaux solaires, mais qui n'ont pas nécessairement la consommation. Soit ils n'ont pas assez de panneaux solaires, soit ils ont trop de panneaux solaires. Mais donc, comment est-ce qu'on gère la répartition de l'énergie et surtout le prix, le coût de l'énergie? Et donc, ils ont mis en place une blockchain où, en fait, quand ils créent 1 kWh, ils ont une crypto-monnaie, un token qui correspond à 1 kWh. Et donc, cette monnaie-là a une valeur
et on peut acheter et vendre des crypto-monnaies qui vont nous procurer des kilowatts ou de l'argent si je produis plus d'énergie que je n'ai besoin. Et donc, ça permet de faire une distribution de l'énergie entre des privés, entre une collectivité, sans qu'il y ait un acteur énergétique extérieur. C'est une collectivité qui se met ensemble, qui décide de partager un bien et de créer une crypto-monnaie pour pouvoir équitablement se répartir l'énergie. Ça, c'est un autre exemple. Il y a des collectivités maintenant qui mettent en place des blockchains qui leur permettent d'échanger des services. De dire, ben voilà, moi, je peux faire les jardins et par contre, j'ai besoin du bus scolaire pour envoyer mes enfants. Par contre, j'ai des panneaux solaires où j'ai de l'énergie. Enfin, on peut tous, dans le cadre de notre collectivité locale, on peut tous rendre des services et avoir besoin de services. Et en France, par exemple, ils ont légiféré là-dessus où tant que le montant de l'échange de tokens ne dépasse pas 5 000 € par an, on ne doit pas déclarer, ce n'est pas des revenus, on peut gagner des tokens et les échanger contre du service. Donc c'est un genre de monnaie locale, enfin c'est pas un genre, c'est carrément une monnaie locale, basée sur la crypto-monnaie et sur les tokens. Donc quelqu'un vient me rendre service, il travaille 3 heures dans mon jardin, eh ben, de mon portefeuille de tokens, je vais lui donner un montant de 3 tokens, par exemple, si on dit 1 token par heure. Et donc, je vais lui envoyer sur son portefeuille à lui 3 tokens. Lui, il va acheter du lait chez le voisin, il va donner un token, et ainsi de suite. Et donc, c'est une monnaie locale qui circule. Avec le mobile, c'est extrêmement facile, puisqu'on peut avoir, avec la blockchain version 3, on peut tous avoir la blockchain sur son téléphone. Et donc, on peut s'échanger de la crypto-monnaie. C'est un QR code, en fait. C'est super simple. Donc, je peux scanner un QR code, le donner à l'autre et utiliser ça comme une monnaie. Alors, ça, c'est un petit peu de statistiques. Donc, à un moment donné, vu que ces tokens ont commencé à prendre de la valeur, à pouvoir être monétisables, depuis les années, surtout depuis 2017, ça se faisait un petit peu avant de manière marginale, mais depuis 2017, il y a un gros boom de financement de projets à partir de tokens. Et donc, ici, on ne parle plus de tokens, on parle de crypto-monnaies. Technologiquement parlant, c'est la même chose, mais une crypto-monnaie a une valeur, là où un token n'en a pas nécessairement. Un token peut être utilisé pour échanger des informations, mais pas nécessairement de l'argent. Une crypto-monnaie, c'est lié à une valeur. Et une ICO, c'est une Initial Coin Offering. C'est exemple, je crée un projet, un nouveau projet dans mon entreprise qui nécessite de lever des fonds. Et je dis, ce projet va être basé sur une blockchain et on va émettre de la crypto-monnaie pour un montant de, je ne sais pas moi, 600 millions d'euros par exemple. Et je dis, ben voilà, je lance une ICO sur 10 millions d'euros pour lancer mon projet. Et en échange de ces 10 millions d'euros, les gens reçoivent des tokens qui vont leur donner accès à un service. Ça peut être par exemple de la prévente d'un bien qui n'est pas encore construit. Et je peux dire, voilà, si vous achetez les tokens maintenant, vous allez acheter ce bien-là moins cher que si vous devez l'acheter au prix plein, par exemple. Ça peut être aussi, au niveau international, ça peut être aussi, vous m'achetez mon bien en token, moi je peux l'utiliser pour payer des fournisseurs qui, eux, vont acheter de la marchandise avec ces tokens et on évite les problèmes de fluctuation de devises sur le marché. Donc ça peut être utilisé en couverture. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie de créer un token de manière commerciale. Un exemple que j'ai en tête, c'est Kodak. Kodak était un peu moribond. Hein. Kodak ne marchait pas très bien. Ils ont lancé une ICO il y a 2 ans, je pense maintenant, où en fait, ils proposent qu'on puisse développer des... Alors, je ne sais plus très bien. Je pense que c'est développer des photos payées en token. Non, pardon, je me trompe. Je me souviens. Maintenant, en fait, c'est pour avoir un certificat d'authenticité de la photo. C'est-à-dire que je fais une photo en tant que particulier et je veux avoir un droit d'auteur sur cette photo. Je veux être sûr que cette photo, c'est ma propriété. Je peux acheter des tokens à Kodak. J'upload ma photo dans la blockchain, donc elle est cryptée, elle est inaltérable. Je l'associe à un token et donc j'ai acheté un certificat d'authentification de ma photo. C'est ça leur projet. Ce qui est, à mon avis,
intéressant, surtout dans le monde où on est, où l'image, il y a des droits d'auteur et des choses comme ça. Et donc, Kodak a émis, je ne sais plus pour combien de millions de tokens, et ils ont fait une ICO là-dessus. Ils ont levé en quelques jours plus de 20 ou 30 millions d'euros en quelques jours. Plein de gens ont acheté des tokens en prévision de certification de photos. Donc, le token a une fonction, mais a aussi une valeur. En fonction de la rareté du token, ben, la valeur peut fluctuer. C'est la différence entre le Bitcoin et les nouvelles crypto-monnaies comme celle-ci, parce que dans le cas de Kodak, la crypto-monnaie a une vraie valeur. Si ma photo prend de la valeur parce que je commence à être connu, ben, mon certificat d'authenticité, je peux le revendre. Je peux vendre la propriété de ma photo à quelqu'un d'autre. Donc, mon token va prendre de la valeur. Le Bitcoin, il n'y a rien derrière. Bitcoin, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune industrie derrière, il n'y a aucun bien, il n'y a aucun service, il n'y a rien derrière le Bitcoin. C'est juste l'offre et la demande. Et la confiance qu'on donne dans le fait que c'est une monnaie, que je peux l'échanger contre quelque chose. C'est pour ça que le Bitcoin fluctue énormément. Le marché s'emballe, tout d'un coup on se dit ouais, c'est de la spéculation pure. Il n'y a pas de réelle valeur derrière. Kodak, son Bitcoin, sa crypto-monnaie, qui n'est pas le Bitcoin, hein, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, a une vraie valeur, puisque derrière, il y a des certificats d'authenticité qui prennent de la valeur. Il y a des photos derrière, ça a une valeur. Et donc, il y a toute une série de... Tu peux mettre le slide suivant. Ça, c'est par exemple les ICO qui ont été faites dans le monde en 2017. Je n'ai pas les nouveaux chiffres parce que la présentation datait un peu, mais c'est pour vous montrer le nombre de transactions qui ont été faites en 2017. En ICO, il y a des levées de fonds pour 250 millions de dollars, et vous avez les couleurs qui vous disent, voilà, en Europe, c'est les bleus. On n'est pas du tout à la traîne en Europe. Il y a beaucoup d'ICO qui ont été faites en Europe pour lever des fonds autour de tokens. Alors aujourd'hui, donc 2019 a été une année... 2018, il y en a eu beaucoup. 2019, il y en a eu beaucoup moins. Et pour l'instant, le marché est calme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques aussi. Il y a des gens qui ont levé des fonds sur base de crypto-monnaies. Derrière, il n'y avait rien. Et ça a été vraiment de l'arnaque. Les gens sont partis avec la caisse et ils n'ont jamais fait le projet. Et ça, sur le marché, ça a eu un impact assez fort. Et du coup, tout ce monde de spéculation, parce qu'il y en a beaucoup qui ont investi de l'argent là-dedans de manière spéculative, bah, évidemment, ça s'est effondré. Les projets qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont des projets où il y a une vraie valeur derrière, une valeur d'entreprise. Ce que je veux bien vous faire comprendre aussi au niveau de la valeur d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, le système de valorisation d'une entreprise est basé sur les actions en fonction du chiffre d'affaires et du bénéfice que vous faites dans votre entreprise. Et donc, les actions ont une valeur qui est valorisée par un réviseur ou par l'offre et la demande quand on est en bourse. Demain, ce n'est plus les actions qui vont valoriser votre entreprise. Parce que vous pouvez avoir dans votre entreprise 4 projets différents avec 4 cryptocurrencies différentes et vous valorisez votre projet plutôt que votre action. Donc, demain, Orange, ils sont en train de préparer un gros projet, mais ils attendent la législation française qui doit légiférer sur certains points, mais ils sont en train de développer une crypto-monnaie pour faire du vote dans le monde entier, pour remplacer le système de vote papier. C'est un projet énorme qui vaut beaucoup d'argent. Ce projet-là est valorisé au travers de la valeur du token qui va être généré. Bien sûr, l'action de Orange dépend de ce projet-là, mais il dépend d'autres projets aussi. Mais on peut très bien, en tant qu'investisseur, dire « Moi, je ne m'intéresse pas à la société parce que je ne crois pas dans tout ce qu'ils font. Par contre, dans ce projet-là, oui, ça m'intéresse, j'investis dans ce projet-là au travers de tokens. » Donc, on est en train de démultiplier les outils d'investissement par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut investir dans une société, on achète des actions. Demain, je veux dire, bon, okay, je n'ai pas envie d'acheter dans l'action IBM, mais j'ai envie d'acheter dans le token de l'intelligence artificielle parce que je crois dans ce projet-là. Donc, le mode des investisseurs est en train de changer pour l'avenir. Ça, c'est un peu l'exemple, les exemples qu'il y a eu comme hold-up carrément en crypto-monnaie. Donc, comme je dis, la technologie est sécurisée, mais
il y a des arnaques qui se sont faites, c'est-à-dire tout ça, ce sont des marques qui ont été lancées avec des projets soi-disant derrière. Ils ont levé des fonds, et la plus grosse, là, c'est Coincheck. Ils ont levé 547 millions de dollars, et puis ils se sont barrés avec l'argent. Et donc, voilà, c'est des choses qui arrivent, et ce qui fait que pour l'instant, ça a fort ralenti un peu les ardeurs du marché autour de la crypto. Donc, voilà un petit peu la vision qu'on a pour l'instant pour les années futures. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement en termes du nombre de crypto-monnaies et du montant de valorisation boursière. Il y a un ralentissement par rapport à 2017, mais ce n'est pas du tout la fin, bien au contraire. Donc, en jaune, vous avez le nombre de crypto-monnaies différentes. Elle ne fait qu'augmenter. Donc, en 2019, il y a 2238 crypto-monnaies différentes. Et la valorisation de ces crypto-monnaies atteint 282 milliards de dollars sur le marché. Ça représente une masse d'argent qui est gigantesque, sachant que derrière, il n'y a pas nécessairement les projets. En tout cas, les projets ne sont pas nécessairement lancés, ne sont pas forcément valorisés aujourd'hui. Donc, il y a aussi beaucoup de spéculation là-dedans. Mais c'est pour vous dire que c'est un marché réel. La blockchain et la crypto-monnaie, ce n'est pas comme ça une chouette techno sympa et puis un jour, ce ne sera plus la mode. Non, non. Il y a un vrai marché derrière et ça ne peut que augmenter. Ok. Voilà. Bon. En une demi-heure, c'est très court, hein. J'ai fait cette présentation 3-4 fois. Je l'ai fait au Cercle de Lorraine ici à Bruxelles. Je l'ai faite dans le cadre d'une grosse société internationale devant 150 personnes qui s'intéressaient au sujet. Je l'ai faite devant une boîte d'avocats aussi pour les intéresser au sujet, voir un peu est-ce qu'ils étaient intéressés de comprendre ce phénomène-là, parce que les avocats sont évidemment intéressés dans toutes ces levées de fonds, etc. Donc j'ai fait cette présentation qui en principe me prend 1h30, voire 2 heures. Ça dépend des questions et des sujets. Donc j'ai fait ici un très bref résumé, mais c'est un sujet qui est intéressant et pour lequel il y aura un impact chez Satisco, parce qu'on doit intégrer aussi tout ça. La blockchain est là, mais toutes les transactions, comment est-ce qu'on intègre ce qui se passe dans la blockchain avec le legacy, avec les back-office qu'il y a chez nous, enfin chez les clients, etc. Il y a une vraie problématique d'intégration, surtout en termes de volumétrie, parce qu'on parle de l'IOTA où on peut faire des milliers de transactions par seconde. Comment est-ce qu'on intègre le résultat de ces transactions dans un legacy normal, etc. Donc, il y a des vraies questions d'intégration derrière. Aujourd'hui, voilà, j'ai un peu décortiqué le monde de la blockchain, mais je n'ai pas encore de réponse sur l'intégration de la blockchain. Okay. Merci Alain. Du coup, on passe à l'étape questions. Vous pouvez soit poser vos questions ou l'envoyer par chat, un message. Moi, j'avais quelques questions par rapport à la performance. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que les nouveaux arrivants, si moi je veux créer des bitcoins, ça va me demander beaucoup plus de ressources au niveau computing, on va dire, que les premiers bitcoins qui ont été générés. Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que c'est vrai aussi pour les blockchains? Ou c'est seulement pour les crypto-monnaies et on peut mettre en place d'autres types d'infrastructures où le ticket d'entrée ne soit pas forcément exorbitant pour les nouveaux arrivants? Alors, les premières blockchains étaient extrêmement coûteuses parce qu'elles nécessitaient de mettre en place un réseau de serveurs. Et donc, le temps que tout ça se mette en place, c'était assez compliqué, assez long et assez coûteux. Les dernières générations de blockchain, plus dans l'IOTA, on peut même envisager de faire des blockchains dans son entreprise uniquement. Okay. Donc, la technologie devient beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à implémenter. Mais effectivement, un projet de mise en place d'une blockchain, ce n'est pas du tout anodin. Ça prend des mois et ça nécessite beaucoup de ressources. C'est pas quelque chose. On estime il faut plus ou moins, je vais dire, à partir de 2 millions d'euros, on peut commencer à se dire je vais implémenter une blockchain. Okay. Parce qu'avoir une blockchain en interne, c'est contre nature par rapport au principe de la blockchain. C'est-à-dire que je peux hacker tous mes serveurs que j'ai en local, donc ça n'a pas de sens.
pour que la blockchain fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment un réseau qui se mette en place. Et donc, il faut que ce soit plutôt une collectivité ou un ensemble de gens qui sont intéressés par la même transaction. Et du coup, une suite à cette question, c'est je ne sais pas s'il y a vraiment des services blockchain as a service sur le cloud où tu peux te connecter, avoir ton compte et puis démarrer sans mettre en place toute cette infrastructure, mais uniquement utiliser le service blockchain. Alors, ça existe, par exemple, IBM a mis en place Bluemix, et dans Bluemix, il y a, si je ne dis pas de bêtises, c'est Ethereum, qui est la blockchain de IBM, et on peut accéder à des modules blockchain. C'est-à-dire que moi, j'émets une transaction, je la confie à la blockchain, mais je ne la gère pas, la blockchain. Ce n'est pas la mienne, en fait. C'est une blockchain générique qui permet d'utiliser le service. C'est surtout en termes de sécurité, finalement, et de transfert d'informations pour garantir que mon information est inaltérée dans la blockchain. Mais par contre, pour développer une application de type blockchain, par exemple un crédit documentaire, là, il faut vraiment développer des applications qui vont avec une transaction bien spécifique, avec une structure bien spécifique, avec des algorithmes et une application à développer. Là, on parle d'autre chose. Donc, et là, on ne trouvera pas ça à services comme ça. Okay. Et finalement, ma dernière question, c'est par rapport aux différents types de blockchain. Donc, il y a certains blockchains, comme tu disais, où tout est ouvert, tout le monde peut voir les transactions ou avoir accès aux tokens. Et des blockchains où la visibilité est suivant les droits des utilisateurs, j'imagine. Il y en a certains qui peuvent voir certaines choses. Et donc, quand il y a deux blockchains de ce type-là qui veulent discuter, ils ne peuvent pas le faire directement. On ne lie pas des blockchains ensemble. Okay. C'est quasiment impossible à faire parce que dans une blockchain, il y a les transactions en elles-mêmes sont définies avec une certaine structure et certains algorithmes de validation et de contrôle de cette information-là. Une autre blockchain va fonctionner autrement, avec d'autres types de transactions, d'autres structures, etc. Donc, il faudrait plutôt une application intermédiaire entre les deux blockchains pour les lier. Mais on ne va pas connecter deux blockchains ensemble. Ça n'aurait pas de sens. Au travers d'une application, oui, éventuellement. Je reçois une transaction d'une certaine blockchain, je la renvoie via une autre. Ça, on pourrait imaginer. Okay. Il faut savoir aussi que quand on crée une blockchain, on émet dès le départ l'ensemble de tous les tokens. Donc, et en fait, les tokens, de mémoire, le nombre de tokens, c'est 10 exposant 33 moins 1. Donc, pour donner le volume de tokens. Donc, en fait, le nombre de tokens est limité dès le départ, de point de vue technologique, parce qu'en fait, avoir plus que ça des clés cryptées uniques, c'est compliqué. Il faut une technologie avec des registres beaucoup plus grands pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, le nombre de tokens est limité. Quand on parle de mining, en fait, le mining dans le Bitcoin, c'est ces algorithmes-là qui font ces calculs sur les blocs de transactions et qui génèrent des tokens. Mais à un moment donné, le Bitcoin aura consommé tout sa crypto. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 60 ou 70% des Bitcoins générés, utilisés, mais à un moment donné, il y aura une limite physique. Un autre petit point, juste une petite information aussi, si on voulait que tous les pays du monde utilisent le Bitcoin comme monnaie, il n'y aurait pas assez de centrales nucléaires ni de production d'énergie sur Terre pour alimenter le réseau Bitcoin. Rien que pour le réseau Bitcoin. Donc en fait, ça consomme énormément d'énergie, tous ces serveurs, etc. Quel que soit le modèle. Surtout le Bitcoin, parce que ce sont des serveurs qui sont nécessaires. Chaque point d'accès, c'est des serveurs. Dans l'IOTA, ça consomme beaucoup moins d'énergie parce que comme c'est portable, n'importe quel ordinateur qui est connecté ou IoT qui est connecté peut être un serveur IOTA. Donc, il consomme déjà de l'électricité et il va en consommer un peu plus, mais pas démesurément comme le Bitcoin. Okay. Alors, il y a Laurent qui nous a rejoint et qui pose quelques questions. Alors, j'ai un doute sur la capacité à casser une clé avec un ordi quantique. C'est une promesse qui est faite depuis longtemps, mais il semblerait qu'il y ait un pataugeage de la techno et que les seules démos faites soient soit très limitées, soit inutiles. D'où la question.
As-tu des infos récentes? Mes infos viennent de Pour la science du mois passé via une scientifique qui est plus critique que le marketing IBM. J'ai pas de réponse précise là-dessus. Honnêtement, je ne sais pas, je sais pas où on en est à ce point de vue-là. Je suis pas un spécialiste de la sécurité non plus. Maintenant, quand on a une clé qui fait 32 caractères, on peut imaginer qu'on peut tester toutes les combinaisons et que ça prend un temps tellement long qu'on ne sait pas techniquement le faire aujourd'hui, mais qu'avec des ordinateurs quantiques, vu qu'on travaille en parallèle, ça peut peut-être raccourcir le temps de décryptage d'une clé. Bon, moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai compris. Maintenant, ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait creuser plus loin. Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas le seul problème, parce que décrypter une information, c'est une chose, mais après, l'altérer, c'est autre chose. Parce que altérer sur une blockchain, c'est quasi impossible. Donc, bon, ce serait que le côté visibilité de l'information. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils travaillent sur des nouveaux algorithmes pour que, voilà, même s'il y a des ordinateurs quantiques, on ne puisse pas quand même décrypter. Mais je n'ai pas de certitude là-dessus. Merci Laurent pour ta question compliquée. Alors, là, c'est parti avec plusieurs messages. Donc, Laurent qui répond si, et seulement si ils y arrivent. Apparemment, les algos ne sont pas là. Il y a des justifications mathématiques derrière ça. Et il y a Mehdi qui envoie un lien. Donc, ça, bon, c'est un ordinateur quantique casse le chiffrement RSA sur 2048 bits en 8 heures. Et ben voilà. Donc, effectivement, c'est quand même nécessaire de se protéger contre ça. Ok. Bon. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Donc, vu qu'on a déjà dépassé un peu le temps alloué, donc je propose de... moi, ce que je trouverais intéressant, ce serait que ceux qui s'intéressent au sujet regardent un peu par eux-mêmes et que ce soit un sujet de discussion, parce que nous, en tant que Satisco, on a un vrai rôle à jouer dans l'intégration de ce genre de technologie, et à un moment ou à un autre, ça va nous arriver. On va avoir un client qui nous dit, voilà, on veut mettre en place une blockchain, on a des systèmes, on doit communiquer avec cette blockchain, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc, voilà. Là, je m'adresse à l'équipe veille technologique. Ce serait intéressant de quand même regarder un peu ce sujet-là. Et en plus, on a déjà une opportunité avec une proposition de faire de l'intégration. Oui, tout à fait. C'est pas encore mature, mais j'ai effectivement quelqu'un qui a développé une solution, justement un petit peu dans le domaine du crédit documentaire, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est plus ou moins ça. Et qui a développé une solution avec de la blockchain derrière et qui me demande si on peut faire l'intégration au sein des banques de cet outil-là. Bon, c'est un projet qui n'est pas encore mature, mais qui pourrait nous arriver, effectivement. Du coup, tu réponds à la question de Mehdi qui demandait comment est-ce que Satisco aimerait se positionner par rapport à ces technologies. Donc, moi, je n'ai pas nécessairement envie de me positionner sur la blockchain en tant que telle, parce que ce sont des informaticiens différents de nous. Ils ont d'autres. En fait, dans les équipes qui développent des blockchains, il y a en général 30% de mathématiciens et 70% de développeurs geeks Java d'un certain niveau qui sont dans la tuyauterie. Enfin, c'est pas de la tuyauterie là, c'est vraiment des algorithmes complexes. C'est un autre métier que le nôtre. Par contre, j'aimerais bien que Satisco puisse se positionner justement dans l'intégration de ces technologies-là. Et que nous, on puisse dire, voilà, nous, Satisco, on pense que la meilleure architecture pour communiquer avec la blockchain, c'est celle-là, pour telle et telle raison. Et ça, oui. À la limite, ok. C'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet-là. Donc, ce qui est bien, c'est que la conversation continue au niveau du chat. Okay. Moi, je propose d'arrêter, de terminer la réunion là, maintenant. Et bien sûr, on pourra continuer la discussion, comme tu avais dit, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent venir voir Alain et continuer la discussion. Merci beaucoup de votre participation. Et la prochaine présentation sera sur le sujet DevOps autour de Microsoft Azure et sera présentée par Sunil.
Donc, jusqu'à la prochaine fois. Merci et au revoir.